Bonjour à tous, Karine Georges en charge des études marketing. Je suis avec José Ortiz. Bonjour José, Bonjour. en charge donc de la démarche RSE pour le groupe AFNOR et donc nous sommes ravis d'être ici eh bien, pour vous parler des démarches RSE des organisations françaises et puis un focus sur la politique RSE du groupe AFNOR. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous pouvez nous dire via le module de chat si vous nous entendez, puisque je vois que vous posez la question de est-ce qu'on a fait un test micro ou est-ce qu'on a bien commencé. Donc, merci de nous dire si c'est bon pour vous. OK, bon, ben, très bien. Alors, on peut commencer tout de suite cette présentation qui est enregistrée pour permettre d'y revenir si besoin ultérieurement. Donc, hop, alors ça ne marche pas. Voilà. Donc, vous voyez nos têtes, on n'a pas activé la vidéo, hein, puisque, enfin voilà, vous avez cette présentation en plein écran, mais il s'agit bien donc de Karine Georges, responsable études, et donc José Ortiz, responsable RSE. On va présenter en deux temps. D'abord, je vais introduire l'étude RSE, et puis José prendra ensuite la parole sur la politique RSE du groupe. Alors, n'hésitez pas à nous adresser vos questions via le module de chat, et puis on regardera ça et on essaiera d'y répondre en fin de webconf, et si jamais on n'a pas eh bien, le temps, on reviendra vers vous ultérieurement. Alors, pour commencer sur l'étude. Nous avons réalisé une étude il y a maintenant quelques mois, mais elle est encore toute fraîche, hein, puisque c'était en 2019. Alors oui, une étude RSE, on peut se dire que c'est un peu un sujet à la mode, donc faisons une étude, mais c'est aussi assez crucial. On a vu beaucoup de travaux, hein, beaucoup d'études sur le sujet RSE, mais auprès des Français notamment, ou alors des études un petit peu sectorielles, ou encore des études qui ne représentent en fait qu'une partie de la réalité, avec des études focus sur des grandes entreprises ou des plus petites. Et donc du coup, là, l'idée, c'est vraiment de faire une étude un petit peu plus grand angle pour avoir le point sur les démarches RSE des organisations qui y vont. On a mené une étude quantitative avec un terrain réalisé fin d'année 2019. On a pris l'Institut d'études BVA, qui a été notre partenaire sur cette étude, BVA Earth plus précisément, qui fait beaucoup d'études sur le sujet, sur les sujets RSE. Et donc, du coup, on était également en partenariat avec les éco-exécutifs. Vous avez dû en entendre un petit peu parler. On est bien sur les organisations françaises qui se lancent dans des démarches RSE, et évidemment, on n'ira pas creuser dans cette étude le pourquoi de celles qui n'y vont pas. On a une étude qui est quand même, on peut le dire, solide. On a 408 professionnels qui ont été interviewés, des professionnels qui se sont déclarés en charge de la démarche RSE pour leur groupe. Alors, quelques clients engagés RSE, mais en effet, ce n'est pas du tout la majorité de notre échantillon. On a surtout des personnes qui ont soit d'autres signes de reconnaissance, soit qui n'ont pas encore de signes de reconnaissance. Donc, c'est en ça qu'on va dresser un panorama assez exhaustif. Panorama exhaustif parce que quand on regarde au niveau des organisations qui ont répondu à cette étude, on a un bon panachage en termes de taille de structure. Alors, je vous parle de structure, je vous parle d'organisation parce que cette étude était également ouverte au secteur public, même si ça ne représente que 7% de notre échantillon. Mais une représentation sur toutes les tailles de structures. Les secteurs, bon, on a un petit peu à la faveur de l'industrie avec 30% pour l'industrie, mais vous pouvez voir qu'on a pas mal d'autres secteurs qui sont représentés. Et quant au département d'appartenance du professionnel qui nous a répondu, on voit évidemment qu'on a nos publics cibles qui nous connaissent bien, qui sont les QSE et les HSE à hauteur de 30%, mais quand même une grosse partie à hauteur de 27% de responsables direction RSE, développement durable.
Ensuite, on le voit, hein, on a d'autres profils, notamment des directeurs ou équipes de direction. Évidemment, quand on voit hein, par rapport à la taille des organisations de l'étude, il y a aussi des toutes petites structures, ce qui fait que la personne en charge de la RSE peut également être le dirigeant lui-même. Donc voilà quel était l'échantillon de notre étude et sur quoi on va se baser maintenant pour eh bien, parler résultats. Alors, on va commencer sur ce volet d'engagement et de l'importance de la RSE pour les personnes qui ont répondu à cette étude. Alors, évidemment, hein, ça peut paraître évident, on fait une étude sur les organisations qui s'engagent en RSE, donc forcément, 72% des professionnels interviewés nous disent, eh bien, oui, c'est un sujet ou c'est un enjeu essentiel ou très important pour notre organisation. Vous voyez, à chaque fois, je vais vous présenter des résultats où vous pouvez voir hein, la question qui a été posée, hein, qui s'affiche ici. Donc, 72% qui disent bah, oui, 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 c'est un enjeu essentiel ou très important, mais bien sûr, hein, c'est évident. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet enjeu essentiel ou très important? Eh bien, d'abord, on voit qu'il y a véritablement une logique de développement de l'activité de son organisation. On voit par exemple hein, ce commentaire qui nous dit, eh bien, il s'agit d'un projet d'entreprise destiné à accompagner un développement pérenne. Mais également, on voit qu'il y a des enjeux beaucoup plus profonds qui sont vraiment ressortis avec des mots hein, très forts. Hein. Si vous regardez le commentaire à droite, par exemple, il en va de l'avenir des générations futures. Nous avons le devoir de transformer ensemble. Enfin, voilà. Donc, on voit hein, ce qui frappe, hein, c'est que les personnes qui nous répondent ont vraiment à cœur ce sujet, que ce soit d'un point de vue personnel, évidemment, mais aussi d'un point de vue de leur organisation. Ils sont complètement impliqués dans le sujet. Alors, ok, c'est important, mais qu'est-ce qui est vraiment fondamental et finalement, quels sont les enjeux qui sont sous-tendus par ce sujet RSE et quels sont les enjeux importants dans les démarches RSE. Alors, on a là 5 enjeux qui ont été pointés comme les plus importants. On les a fait noter sur 10. Donc, vous voyez, ils sont quand même au coude à coude. Sur 408 entreprises, on voit quand même que du 8,2, c'est quand même mieux que du 8. Mais vous allez voir que c'est vraiment au coude à coude. Alors, le premier enjeu qui est très fort quand on poursuit une démarche RSE, c'est la limitation de l'impact eh bien, de son activité sur l'environnement. Ensuite, on a le volet gestion des ressources humaines qui est le deuxième enjeu le plus important. Ensuite, vous avez le développement économique et l'ancrage local qui arrive à égalité avec l'écoute et la prise en compte des attentes des parties prenantes et qui se répond hein, avec l'information et la transparence par rapport aux parties prenantes. Alors évidemment, hein, ça c'est une moyenne des 408 organisations qui nous ont répondu. Évidemment, si je suis par exemple, enfin évidemment, hein, c'est pas forcément évident, mais en tout cas sachez que si je suis en banque par exemple, ben j'ai pas tout à fait les mêmes points qui rentrent en jeu, en tout cas au même niveau que tous. Si je suis plus petit aussi, j'ai d'autres enjeux et je suis encore plus sur l'écoute de mes parties prenantes que la moyenne ou encore plus sur la sensibilisation de mes collaborateurs. Enfin voilà, il y a des enjeux qui peuvent être, mais retenez bien qu'en moyenne, qui va être le premier, et d'ailleurs vous le verrez par rapport aux actions mises en place, la limitation de l'impact sur l'environnement et la gestion des ressources humaines sont nos deux premiers enjeux. D'autres enjeux hein, un peu qui arrivent un peu après, vous pouvez les voir à droite. Alors d'accord, on suit ces enjeux-là, mais finalement, plus précisément, pourquoi on se lance dans une démarche RSE? Qu'est-ce qui fait qu'on veut mettre en place des choses autour de la démarche RSE? Alors, il y a deux raisons principales. La première raison principale qui arrive à hauteur de 55% pour les organisations françaises de notre échantillon, eh bien, c'est l'interne. C'est le fait de reconnaître, de fédérer, de valoriser en fait hein, des démarches qui existent déjà. Donc déjà, vous pouvez le voir en creux, hein, pourquoi on se lance ben, c'est parce qu'on en fait déjà et qu'il y a besoin quand même de dire que c'est bien d'en faire et de le valoriser.
28, comme je vous disais, fédérer les collaborateurs. On voit que les 2 premiers points sont surtout sur l'interne, mais aussi via l'externe, renforcer la confiance des parties prenantes et puis 38%, prendre un avantage concurrentiel. Quand on regarde un petit peu toutes les autres motivations, vous voyez que les motivations plutôt de l'ordre financière, par exemple gagner des parts de marché, ça n'arrive qu'à hauteur de 19%. Enfin voilà, on voit que ça ne va pas être le déclencheur premier à se lancer. Alors, est-ce que ça date de quand finalement cet engagement dans des démarches RSE? En moyenne, toute taille de structure confondue, on est sur 5 ans et demi d'ancienneté moyenne de la démarche. Quand on regarde un petit peu plus en détail, on voit qu'il y a quand même un bon panachage des anciennetés et vous voyez là que finalement, c'est un peu ce que je vous disais en préambule, l'étude elle montre qu'il y a des démarches, qu'il n'y a pas une homogénéité, hein, puisqu'on a vraiment 16% quand même qui vient juste de démarrer et à peu près la même proportion qui est assez mature puisque une démarche de plus de 10 ans. Donc déjà, et comme vous pouvez vous en douter, sachez que l'ancienneté de la démarche en RSE va énormément conditionner ce que je fais, ce que je pense et les bénéfices que j'en retire. Évidemment, l'ancienneté est un critère, on va dire, déterminant. Alors, en pratique, comment ça se passe? Quelles actions sont menées concrètement autour des démarches RSE? Est-ce que tout le monde les conduit de la même façon? Est-ce qu'il y a une façon de s'emparer de telle ou telle action en fonction de son ancienneté, par exemple? Alors déjà, on a noté qu'il y avait en moyenne 11 actions qui étaient citées par les organisations. Alors, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, parce que intéressant. 11 actions parmi 21 hein, qui étaient proposées. Là, on est sur du quantitatif. Donc, on avait proposé des choix d'actions travaillés conjointement avec nos experts en interne. Ce qui va être marquant, c'est qu'il y a des actions qui sont presque des prérequis, qui viennent vraiment en socle de la démarche. C'est maîtrisé par un bon nombre d'organisations et ça va être surtout la veille réglementaire et la mise en conformité pour 73% et puis le tri des déchets à 81%. Évidemment, pourquoi ces actions sont des prérequis? Bien, d'une part, il y a une obligation qui fait qu'on doit faire cette veille réglementaire mise en conformité. Et puis d'autre part, par rapport au tri des déchets, eh bien, c'est déjà un premier geste qui est peut-être plus simple ou en tout cas plus à grand impact qui se voit aussi de l'interne, hein, puisqu'on a beaucoup parlé d'interne, on a dit qu'on voulait valoriser l'interne, etc., embarquer les collaborateurs. Donc, c'est des éléments qui forcément font un peu le socle des actions conduites. Maintenant, si on regarde un petit peu plus précisément les actions qui sont mises en place sur les différentes catégories, on peut voir un top environnemental, un top d'action sociale et puis un top qu'on a appelé un petit peu plus sociétal. Alors, dans le champ de l'environnement, si on regarde un petit peu plus en détail, on voit que 62% des organisations, on a la réduction des déchets. On a vu que 81% avaient le tri des déchets, mais voilà, on ajoute une brique de réduction des déchets à 62%. On tombe à 56% de réduction de consommation d'eau et d'énergie, et puis là, un petit peu en dessous de la moyenne concernant la réduction des émissions de CO2. Mais c'est quand même les 3 actions fondamentales au niveau environnemental. Si on regarde maintenant au niveau social, on voit que là, les pourcentages sont un petit peu plus forts que sur l'environnemental. On a d'abord l'hygiène et la santé des parties prenantes qui arrivent très fort pour 69% des organisations, suivi des conditions de travail qui animent 66% des organisations, et enfin un sujet pour 64% autour de l'égalité hommes-femmes. Et enfin, en termes d'action sociétale, on a, là vous voyez, hein, sur les actions sociétales, on est un petit peu plus en retrait par rapport aux actions environnementales et sociales. On a l'ancrage et le développement local à hauteur de 57%, des réflexions autour de ces valeurs, de la raison d'être, etc., pour près d'1 sur 2, hein, et puis enfin un tout petit peu moins d'1 sur 2, des actions anti-corruption. Finalement, hein, ça fait le lien, hein, toutes ces actions qui sont mises en place avec les enjeux
qu'on a vu tout à l'heure. On a vu tout à l'heure que très important sur la limitation de l'impact de l'activité sur l'environnement, et on retrouve bien un top environnemental assez fort. Gestion des ressources humaines aussi qui était au coude à coude, et puis tout ce qui est ancrage local aussi et qui ressort aussi sur ce top. Alors là encore, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on a des variations. Là, on a pris le parti de vous le présenter pour être plus simple dans les grandes mailles, mais forcément, si je suis dans une entreprise de moins de 50 salariés, j'ai beaucoup moins d'actions en place que si je suis eh bien, en ETI ou en grande entreprise. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport aux actions qui sont effectivement menées par les organisations. Mais si on rajoute un petit peu de la granularité à cette analyse, on s'aperçoit assez rapidement que l'ancienneté de la démarche, et c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, et la nature et le nombre des actions, eh bien, sont des paramètres déterminants. Sont des paramètres déterminants et qui nous montrent que la RSE, c'est un chemin qui, on va le voir, est très engageant et très exigeant, mais c'est une progression avec 4 niveaux de maturité qu'on va pouvoir ici identifier. Vous remarquerez qu'on a choisi d'utiliser un vocabulaire, enfin en tout cas d'utiliser la symbolique de l'arbre, parce qu'on croit fort au fait que oui, quand on démarre, on est jeune pousse et que ça prend du temps, ça prend certainement de l'énergie, c'est-à-dire exigeant de pousser, de croître, de grandir pour avoir une pérennité d'action et devenir chaîne, mais en tout cas, il y a bien une progression et une maturité qui se construit. Alors, voyons voir qui sont ces jeunes pousses, ces arbustes, ces peupliers et puis ces chênes. Alors, déjà, les jeunes pousses sont engagées en moyenne depuis 2 ans ou moins. On retrouve dans ce segment beaucoup de petites organisations alors qu'on se dit que ça pourrait être l'apanage des gros, eh bien non, il y a aussi les petits y vont, on l'a vu, on en a pas mal dans notre échantillon aussi, et c'est un sujet pour elles également. Alors, il y a un peu moins d'actions, évidemment, les actions elles sont un peu plus éparses, et donc du coup, elles se font souvent à l'opportunité avec des choses un petit peu plus ponctuelles en rapport de ce qui fait sens pour ces organisations-là. Et donc, du coup, bon, on a essayé de voir par type de profil qu'est-ce qui fait plus sens comme action. Quand on regarde un petit peu plus finement, on se rend compte que bon, bah, les jeunes pousses peuvent, par exemple, parler d'ancrage et de développement local comme étant une des actions qu'elles font un peu plus. Et de toute façon, on voit que l'ancrage et le développement local, c'est aussi un petit peu plus l'apanage des plus petites structures ou des entreprises un petit peu plus, ou des organisations un petit peu plus régionales, etc. Donc, vous voyez, tout est un peu lié, mais on retrouve ça au niveau des jeunes pousses. Ensuite, quand on regarde nos arbustes, donc on a 23% d'arbustes dans cet échantillon de cette étude, on voit qu'eux sont engagés depuis un petit peu longtemps, 3 à 4 ans, et ils réalisent plus d'actions. Voilà, on se muscle, après qu'on soit passé par le côté je lance des perches un petit peu plus à l'opportunité, eh bien, je suis arbuste, je vais structurer mon socle de base, je vais aller travailler, par exemple, en plus de ce qui est fait en amont, sur les conditions de travail, sur un recrutement qui favorise la diversité, et je progresse ainsi en structurant mon socle de base de mon activité et en tout cas de mes actions RSE. Quand je vous dis que c'est une progression, c'est qu'à chaque fois, on ajoute, on n'enlève pas, mais on se structure, on va un petit peu plus loin. Les peupliers, par exemple, eux qui sont en démarche depuis 5 à 6 ans, les peupliers qui représentent 38% de notre échantillon, donc vous voyez, c'est le gros des troupes, eh bien, eux, ils réalisent de 10 à 14 actions, et en plus de ce que font les jeunes pousses et les arbustes, eux, ils travaillent sur la réduction des déchets, sur la maîtrise de leur consommation, également sur l'égalité homme-femme. Et puis, ce qui va un petit peu les différencier en termes d'actions singulières, quand on est singulière et engageante, c'est qu'eux vont se poser d'autres questions, notamment des questions autour eh bien, de la raison d'être. Et enfin, on retrouve les chaînes qui sont
ceux qui ont des démarches les plus solides, en tout cas une démarche la plus robuste parce que construite dans le temps, parce qu'on a vraiment pris racine. Et donc, on voit que cette démarche, elle date de plus de 8 ans. Elle est engagée entre 15 et 21 actions en moyenne. Et donc là, on voit qu'on globalise son action. Enfin, en tout cas, on va sur des choses un petit peu plus pointues. Par exemple, ce qui va être assez représentatif des chaînes, ça va être les achats responsables ou encore l'économie circulaire. Donc, vous voyez que là, on a vraiment une dynamique d'amélioration et de diversification des actions qui se font tout au long de ce parcours, puisqu'on peut vraiment dire que c'est un parcours. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un parcours de santé? Eh bien, on voit que seul, entre guillemets, seuls 41% nous disent que oui, c'est facile à mettre en place. On se dit que bon, en creux, c'est pas si simple que ça. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on progresse dans sa démarche, quand on passe de jeune pousse à chêne, eh bien, cette facilité, oui, elle grandit. C'est-à-dire que seulement 17% des jeunes pousses qui viennent de démarrer, qui sont en démarche depuis moins de 2 ans, nous disent que c'est facile, versus eh bien, 56% des chênes qui, eux, eh bien, ont progressé et estiment que c'est un petit peu plus facile. Quand on regarde quelles sont les principales difficultés, elles sont organisationnelles, ces difficultés. Le manque de temps, la difficulté à mobiliser les collaborateurs en interne, alors que c'est quelque chose que les organisations recherchent au travers de leur démarche RSE à engager leurs collaborateurs. Donc, on le retrouve aussi comme une difficulté. Et puis, on va avoir le manque d'expérience, de référence, de pratique, mais aussi la difficulté à se dire qu'est-ce que j'y gagne finalement, moi, dans cette démarche RSE. Donc, vous voyez, on a vraiment un parcours qui s'apparente quand même à un parcours qui est exigeant et avec quelques difficultés. Mais quand on regarde les difficultés, quand même 52%, on en a 1 sur 2 qui nous dit avoir cette difficulté majeure. Donc, au regard des bénéfices que je vais vous présenter juste après, eh bien, c'est assez moindre. Alors, oui, avec d'autres difficultés, mobiliser la direction, mais vous voyez, ça arrive un petit peu en décroché. Et puis, la notion d'investissement pour mener la démarche RSE arrive tout en bas du tableau des difficultés. Alors, on a vu, on a un certain nombre d'actions en place, on sait pourquoi on y va, on sait ce qu'on rencontre comme difficulté, mais finalement, on voit aussi que on le fait savoir, et ça c'est assez intéressant, on fait savoir qu'on s'engage dans une démarche RSE. 90% des personnes qui nous ont répondu nous disent oui, valoriser ma démarche RSE, c'est important. C'est même essentiel ou très important pour 70% d'entre eux. Et on voit que valoriser, c'est encore plus important quand on est dans une démarche encore plus mature. Vous voyez nos chaînes qui sont 78% à nous dire que c'est essentiel ou très important. Mais pourquoi finalement? Eh bien, parce qu'il y a cette notion de vouloir faire sa part, de vouloir afficher l'exemplarité, son exemplarité, son engagement. Mais c'est vrai qu'on voit que il faudra quand même faire attention de voir à comment on le fait, puisque il y a eu aussi pas mal de commentaires en disant bah oui, on valorise, ok, mais attention à ne pas tomber dans du greenwashing. Donc, c'est assez important. Et puis, valoriser sa démarche. Pourquoi? Eh bien aussi pour rendre fiers les personnes qui œuvrent chaque jour à cette démarche. Et si vous vous rappelez les motivations pour lesquelles je me lance, eh ben, c'est aussi parce que enfin, voilà, les collaborateurs agissent et j'ai envie de les valoriser aussi. Donc, il y a aussi tout ça derrière. Il n'y a pas juste de la valorisation en externe. Si on parle de valorisation en externe, justement, on en vient au label RSE. Alors, on a évalué 2 types de notoriété de labels, les labels délivrés à travers une évaluation sur site et puis ceux avec une évaluation à distance. Ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à les labels qui sont évalués sur site, on voit que le label engagé RSE arrive à la première place avec 76% qui nous disent le connaître, suivi du label Lucide, suivi d'EcoCert. Ensuite, quand on regarde à distance, on voit EcoVadis arriver en tête largement, avec un décrochage quand même assez certain. Ensuite, on a engagé RSE et puis le label Bicorp.
Alors, forcément, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quelques clients quand même engagés RSE, mais comme je vous le disais, ce n'est pas du tout la majorité puisque on en a environ 70. Donc, ça ne vient pas biaiser nos résultats. Mais c'est plutôt intéressant de voir que les labels engagés RSE se positionnent quand même pas mal sur cette notoriété. 48%, donc quasiment 1 sur 2, nous disent utiliser un label, quel qu'il soit, ou en tout cas, en avoir un. Et ce recours-là s'intensifie avec la maturité. On a 2 jeunes pousses sur 10 qui nous disent avoir déjà un label, alors que 7 sur 10 chaînent. Donc, on voit vraiment que plus on se structure, et de toute façon, ça fait le pont avec ce que je disais tout à l'heure sur la valorisation de sa démarche qui apparaît être un indispensable, plus on se mature dans la démarche, et bien c'est un peu la même chose pour le recours au label. Ce qui est intéressant de noter par rapport à l'image qu'on a des labels AFNOR, label engagé RSE et I engagé RSE, on avait tout un tas de qualificatifs qu'on pouvait attribuer à tous les labels qu'on connaissait. Donc, on a fait les profils d'image de tous les labels et sur le label engagé RSE, ce qui va ressortir, c'est force de progrès, sérieux, reconnu. Le label I engagé RSE, lui, a un profil d'image un petit peu différent, avec facile à mettre en place, bon rapport qualité-prix et enfin utile. Voilà ce qui ressort pour ces labels-là. Alors, vous avez pu voir, les labels les mieux connus sont sur base d'ISO 20000. On a voulu aller un peu identifier la notoriété des textes et des référentiels pour savoir qu'est-ce qui était connu et par qui. Alors, on voit que la notoriété, une bonne notoriété générale des textes, mais principalement de l'ISO 20000 qui arrive quand même largement en tête. Tout le monde connaît cette norme. Et on en a même 76% qui nous disent savoir précisément de quoi il s'agit. Alors, précisément de quoi il s'agit, eh bien, on a voulu un peu challenger. Ok, vous en connaissez quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Eh bien, on voit là on nous dit bien il s'agit d'une norme qui pose les bases et un cadre pour guider les entreprises. C'est un référentiel qui est non certifiable. C'est une norme non contraignante, une démarche volontaire. ISO 20000 donne les lignes directrices aux entreprises. Donc, vous voyez, tout un tas de choses très positives et qui montrent quand même que l'ISO 26000 est en effet connu par les professionnels qui disent connaître ce label. Et au final, on y gagne quoi de s'engager sur une démarche RSE? Alors, ce sera mon dernier point, mais pas des moindres, parce que c'est vraiment des éléments de réassurance, surtout quand on voit qu'on a une partie des organisations qui nous disent avoir du mal à projeter les bénéfices associés à cette démarche. On y gagne quoi? Alors, on a pris bien sûr que les organisations qui sont engagées dans la démarche depuis plus d'1 an. Ça aurait un peu biaisé de prendre ceux qui s'étaient engagés depuis tout récemment. Les principaux bénéfices, ça va être de renforcer l'engagement des collaborateurs à hauteur de 80%, alors que c'est aussi, ça a été aussi un petit peu vécu comme une difficulté, mais vous voyez que l'engagement des collaborateurs est vraiment un sujet phare. Développer son attractivité aussi arrive à égalité à 80%. Et puis ensuite, très positif aussi, la démarche RSE a permis d'innover et puis de se démarquer de la concurrence. Et on peut constater que qui sont renforcés dans le temps. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que quand je suis en début de démarche, que je suis une jeune pousse, que je suis engagée depuis moins de 2 ans, que potentiellement je ne suis pas une structure énorme, j'arrive déjà, en tout cas pour 1 sur 2, j'arrive déjà à renforcer l'engagement de mes collaborateurs, j'arrive déjà à développer mon attractivité, même innover un 6 sur 10 en tout début de démarche nous disent qu'ils arrivent quand même à innover, et puis se démarquer de la concurrence. Mais quand on est engagé et beaucoup plus mature dans sa démarche, on voit que ces bénéfices ils sont quasi unanimes, puisque on voit que ça prend 10 points entre la moyenne et puis le chêne. Donc voilà pour ces bénéfices un petit peu intangibles, on va dire. Si maintenant on regarde concrètement, est-ce que c'est payant dans la durée? Oui, les bénéfices économiques, quand bien même ce n'est pas des motivations, on l'a vu tout à l'heure, on ne s'engage pas dans une démarche RSE pour des motivations économiques. Pour autant, ça peut être des éléments qui sont ressentis au fil de la démarche. On a quand même 2 sur 10 en tout début de démarche qui nous disent pouvoir renforcer leur rentabilité, alors que c'est un bénéfice qui est reçu par
1 sur 2 quand on est mature. Donc, vous voyez, en effet, les pourcentages ne sont pas extrêmement élevés, mais c'est quand même un bénéfice. L'engagement se révèle être payant dans la durée, mais de toute façon, ce n'est pas une motivation principale. Donc, du coup, c'est aussi à hauteur de ça qu'il faut le regarder. Alors, quels sont les bénéfices plus précisément attribués au label engagé RSE? C'est assez intéressant de voir que les bénéfices, alors déjà, 97% de ceux qui sont labellisés engagés RSE nous disent la labellisation répond à mes attentes. 1 sur 2 nous dit que ça répond même totalement. Donc, c'est quand même déjà pour nous assez positif de noter ça, évidemment. Si on regarde dans le détail maintenant, on en a 90 qui nous disent ben oui, ça a amélioré l'image de mon organisation auprès de mes parties prenantes. Je vous rappelle que c'est quand même aussi un enjeu au départ sur le top 5 de ce que je vous ai présenté, d'avoir ce lien avec les parties prenantes. Donc, c'est quand même intéressant. Ça a créé une nouvelle dynamique en interne. Ça a permis de proposer des pistes d'amélioration pour progresser durablement. Donc là, on peut faire le pont aussi avec les 90% qui nous disent ben, moi, j'ai pu avoir l'échange initial et le suivi avec un évaluateur expert RSE, ce qui aide à progresser aussi, qui est clairement mis comme étant un avantage du label engagé RSE. Et puis, vous voyez, améliorer l'image auprès des salariés. Donc, on voit améliorer l'image auprès de toutes les parties prenantes au global. Également, réduire les impacts, crédibiliser la démarche, et puis après, ça arrive un petit peu moins fort, mais c'est quand même assez fort, on va même jusqu'à réduire les émissions polluantes. Si on va un petit peu plus loin et voir quels sont les autres bénéfices, on a aussi développé des produits-services innovants, ce qui fait le pont avec ce qu'on voyait tout à l'heure, que la démarche RSE au sens large, qu'on ait ou pas un label, permet d'innover. Donc, on voit vraiment que ce sont des sujets qui sont assez importants puisqu'ils se retrouvent être des bénéfices. Alors, vous l'aurez compris, j'arrive à la fin de cette présentation. Ce qu'on peut retenir déjà de la démarche RSE, c'est qu'une démarche RSE gagne, ça se prépare, ça se structure. Et donc, du coup, pour résumer en fait cette présentation, je vous dirais que d'abord, s'engager en RSE, c'est chercher à valoriser des initiatives de l'interne. On veut, on l'a vu, des verbatims assez forts, rendre fiers les personnes qui œuvrent pour la démarche, on veut engager ses collaborateurs. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très, très fort autour de l'engagement des collaborateurs et autour de la notion de valoriser des initiatives en interne, sur, bien sûr, un fond quand même bien sûr, de développement pérenne de son activité, évidemment, mais si on n'est pas engagé, si tout le monde n'est pas engagé derrière cet objectif, c'est un peu compliqué. Le deuxième point, c'est que les actions, elles se précisent avec le temps. Vous l'avez vu, il y a des basiques, on trie ses déchets, on fait de la veille, de la mise en conformité réglementaire. Enfin, il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas, c'est un socle de base, on y passe. Mais derrière, vous voyez que les actions, eh bien, elles vont un petit peu plus se pousser dans le temps et qu'on va vers des actions précises, pointues. En fait, c'est un chemin. On ne revient pas en arrière, on continue. C'est quand même plutôt positif de se dire que toutes celles qui s'engagent continuent et continuent encore. On a des outils qui sont utiles pour structurer, valoriser sa démarche. On voit que quand même, quand on voit comment l'ISO 26000 est connu et reconnu, parce que quand même plus de 90% qui connaît le texte et presque 80% qui nous dit bien, très bien connaître ce texte, c'est quand même un franc succès de l'ISO 26000 sur le point de la notoriété. Mais on a aussi des outils pour valoriser sur base de l'ISO 26000 notamment, que sont les labels qui sont utilisés par quasiment une organisation sur deux. Et plus on est mature avec le temps, plus on va utiliser ce type d'outils. Et enfin, malgré les difficultés, vous l'avez vu, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas un parcours de santé pour tout le monde en tout cas. On a des bénéfices qui sont quand même multiples. Vous l'avez vu, ils sont très forts. Souvent en études, on a des pourcentages qui sont quand même bien en deçà. Là, on arrive à des 98%, des 90%, c'est assez énorme. Donc, vous voyez que tous ces bénéfices, ils se renforcent avec le temps. Donc,
C'est en ça qu'on peut dire, et ça sera ma conclusion de cette étude aujourd'hui, c'est que l'engagement RSE des organisations françaises, c'est un cheminement, donc on ne revient pas en arrière, mais c'est un cheminement qui est certes exigeant, mais qui va vraiment payer dans le temps, puisque eh bien, on en ressent les bénéfices, et on voit que quand on échaîne, eh bien, on a ces bénéfices qui sont encore plus forts. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette étude. J'espère que je n'ai pas été trop longue, et je passe maintenant la parole à José Ortiz. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente de nouveau rapidement. Je suis José Ortiz, responsable RSE de Groupe AFNOR. Donc, ma mission est de déployer, de construire la politique RSE en interne. Et on s'est dit avec Karine que puisque vous êtes évaluateur, que vous êtes peut-être confronté déjà à des questionnements par nos clients sur notre démarche en interne, et peut-être que vous aussi, vous avez des questionnements sur notre démarche. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est présenter de manière très synthétique notre politique RSE, faire aussi des parallèles avec l'étude que Karine vient de présenter, et afin de faire un focus sur notre construction du plan climat, pour lequel nous avons besoin de vous pour la construire en tant qu'acteur de notre écosystème. Donc, pour commencer, notre politique RSE repose sur 4 piliers. Donc, je les rappelle, c'est l'éthique, le bien-être des collaborateurs, l'environnement et le développement des territoires. Et ça représente vraiment la base de notre politique, et la base pour nous guider dans notre démarche. Donc, toutes les actions qu'on déploie déjà en interne se basent sur ces 4 piliers, qui incluent dans chaque pilier des enjeux divers, comme vous pouvez voir. Mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment de faire cette vision globale de notre politique RSE. Et suite à une revue en interne, quelques modifications vont être apportées, notamment sur nos objectifs climat. Donc, vous devrez avoir une nouvelle version prochainement disponible sur Internet et sur l'espace auditeur évaluateur. Donc, bien sûr, hein, cette approche est basée sur l'ISO 26000, sur ses recommandations, et s'appuie vraiment est construite vraiment sur un esprit d'amélioration continue. Nous avons bien sûr des progrès à faire sur notre politique, mais notre objectif est vraiment d'être cohérent avec les principes que nous souhaiterions promouvoir auprès de nos clients et de nos partenaires. Donc aujourd'hui, on travaille pour mieux gouverner la RSE et surtout sur la déployer. Donc là, je ne vais pas encore une fois rentrer dans les détails, mais c'est vrai que chez nous, nous avons des actions singulières, nous avons des évolutions sur nos processus, et même sur la mise en place des systèmes de management comme la 14001 qui est en cours de déploiement. Et pour peut-être concrétiser cette partie gouvernance, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté pour intégrer la RSE dans l'ensemble de l'organisation. Et c'est pour cette raison que cette démarche est pilotée par le secrétaire général adjoint, et aussi avec le sponsoring du directeur général. Il y a un comité de pilotage qui est construit avec 5 membres, dont 3 directeurs, qui veillent à la bonne mise en place de la RSE dans toute l'organisation. Il y a également un réseau des correspondants qui est là pour intégrer la RSE au niveau opérationnel, y compris dans le DGCE avec le pilotage de Natacha Payou. Donc, pour faire sur un parallèle avec l'étude RSE, donc Karine, nous, on pourrait se situer en tant que chaîne, mais je préfère être un peu plus humble. Donc, moi, je nous situerais plutôt comme un peuplier. Certes, cette démarche, je rappelle, date depuis 2009, avec beaucoup plus de 15 actions réalisées sur différents thèmes, dont la santé, l'égalité femmes-hommes, l'équilibre
vie privée et pro, des dispositifs anticorruption, l'amélioration des espaces de travail, la diversité et l'inclusion. Nous avons également signé un contrat des performances énergétiques et plein d'autres actions. Et donc, ça, c'est confirme aussi cette maturité par des auto-évaluations que nous avons à ce jour réalisées. Donc, par exemple, nous avons l'évaluation Acésia qui nous situe à 81 sur 100. Alors, j'ai une question. Une évaluation de la démarche RSE du groupe Afnor, elle est prévue. C'est une très bonne question. À ce stade de notre politique, de notre déploiement de la politique RSE, ce n'est pas, on dit, ce n'est pas le moment pertinent puisqu'on est vraiment au milieu, on est vraiment à mi-chemin. Mais ça peut être se poser la question, est-ce qu'on va se faire un diagnostic basé sur le langage RSO une fois qu'on aura arrivé à échéance de notre politique, que je rappelle est de 2017 à 2021. Et donc là, on pourrait se dire, bah voilà, on va se faire cette évaluation, voir où on est, quels sont les progrès et pourra nous aider à bâtir notre nouvelle politique RSE de 2022 jusqu'à 2025. Mais à ce stade-là, ce n'est pas d'actualité. Je profite pour passer au plan climat, puisque comme d'autres organisations, l'environnement, c'est un enjeu très important pour nous. Et pour parvenir à nos objectifs et les objectifs aussi de la planète, de toutes les sociétés, nous avons besoin de nous pour contribuer. Donc, en 2019, nous avons calculé les émissions directes et indirectes générées par nos activités et cela comprend également les déplacements des auditeurs et des évaluateurs. Donc, notre bilan nous situe à 10 000 tonnes équivalent CO2 émis en 2018, soit l'équivalent de 3 500 allers-retours Paris-New York. Et l'ensemble des déplacements de nos activités représente 70% de notre empreinte carbone. Donc, vous voyez que voilà l'importance de vous inclure aussi dans ce plan climat. Donc, la bonne nouvelle par rapport à ce bilan, c'est qu'on est probablement, très probablement en réduction. Donc, on voit en fait une réduction de 3,5 des émissions nettes versus 2010 et une réduction de 17% de tonnes de CO2 par euro de chiffre d'affaires. Mais si on veut respecter l'accord de Paris et contribuer à la limitation des températures à 1,5 degré, il va falloir vraiment accélérer nos efforts. Et donc, nos objectifs, c'est pour ça que nous avons élaboré des objectifs de réduire nos émissions nettes de 45% en 2030 et de viser la neutralité carbone en 2050. Donc, comme je vous ai dit, et voilà, vous avez à droite nos 3 postes d'émissions prioritaires, puis bien évidemment les déplacements, l'énergie des bâtiments et les numériques. Mais nous avons besoin de vous, vraiment, vous êtes un élément essentiel car c'est vrai que vous générez des déplacements, mais nous avons besoin effectivement de réfléchir, de travailler ensemble afin de co-construire un plan pour demain. Donc aujourd'hui, certes, il y a des actions qui sont déjà menées en interne sur le déplacement de nos salariés. Au niveau des auditeurs, des évaluateurs, la distance est bien sûr prise en compte dans l'affectation des audits, des évaluations. Et également, il existe également des espaces numériques et des outils numériques qui sont à votre disposition qui pourront vous aider, enfin, et nous aider à nous aussi. Mais nous souhaitons aller beaucoup plus loin. Et donc, si vous souhaitez vraiment vous participer à ces réflexions, nous apporter vraiment de l'aide sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, à partir du mois prochain, nous allons organiser d'autres webconférences, des ateliers probablement, pour vraiment co-construire quelque chose. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me contacter moi ou à vos interlocuteurs CE pour être impliqués. Quoi qu'il arrive, vous serez de toute façon très prochainement sollicité pour y participer.
Est-ce que vous avez des questions? Si oui, vous pouvez nous les adresser via le chat. Une question pour José, j'ai l'impression, qui sont les 14. Les 14 ambassadeurs, les référents RSE. Oui, nous avons 14 en France, en France. Nous avons un autre réseau à l'international que nous sommes en train de, de, de reconstruire, de revoir. Mais en France, je ne vais pas lister tous les ambassadeurs. Peut-être c'est une question des régions. Donc aujourd'hui, nous avons 3 ambassadrices RSE qui sont présentes dans les régions, dont Émilie Parnière, euh, Meryl Aubrin et Anne-Eugénie Gaspard. Donc, vous pouvez évidemment, si vous avez des questions, de remarques, vous adresser à ces référentes. Alors, une autre question, quel impact de la pollution digitale, Daphne? Très bonne question et c'est effectivement en cours de structuration puisque nous allons déployer un programme de numérique responsable au niveau du groupe. Donc, cette pollution, c'est une pollution, comme dans toutes les entreprises, qui est un peu invisible, puisque depuis toujours, on a dit il faut arrêter le papier pour se numériser, mais effectivement, quand on utilise des outils numériques, des serveurs, et qu'on utilise nos postes, même allumés, ça va consommer l'énergie ici sur place, et ça va consommer aussi de l'énergie par les serveurs qui peuvent être externalisés. Donc aujourd'hui, le travail, c'est d'améliorer la mesure sur la partie numérique et ensuite de mettre un plan d'action pour réduire ou en tout cas de limiter cette pollution. Mais après, il faut aussi savoir que la pollution digitale, ce n'est pas que environnemental. Ça peut avoir des impacts sur les bien-être des salariés et aussi sur la gouvernance. Donc, c'est pas que la pollution environnementale, aussi, il peut avoir des impacts sur les autres volets de la politique RSE. Et donc, notre programme numérique responsable, c'est vraiment d'utiliser notre 4 axes, de voir comment, en fait, le numérique impacte ces 4 axes et comment nos 4 axes impactent notre transformation numérique. Oui, vous pourrez avoir cette présentation que nous sommes en train d'enregistrer. C'est pour ça que nous n'acceptons pas que vous leviez la main, que vous preniez la parole, mais vous pouvez nous écrire. Au niveau, je parle de l'étude et puis José parlera après s'il y a des éléments sur la politique RSE, mais en tout cas, au niveau de l'étude, il y a la possibilité de télécharger la synthèse qui reprend les chiffres clés. Et puis après, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, je vous enverrai le support PDF si besoin de ce que je viens de vous présenter. Pour la politique RSE, comme je vous ai dit, il y aura des modifications qui seront apportées prochainement, comme j'ai dit, notamment sur la prolongation de cette politique, puisque l'objectif aussi, c'est de pouvoir harmoniser la stratégie du groupe et la stratégie RSE. Donc, c'est pour ça qu'il y avait ce choix a été fait, mais c'est aussi de pouvoir intégrer des nouveaux objectifs comme l'objectif climat et pouvoir ajuster les autres selon voilà, ces points-là. Mais du coup, ça sera disponible très, très prochainement et sera disponible. Je pense que la dernière version est déjà disponible dans l'espace auditeur, mais elle sera prochainement mise à jour. Non, donc je prends note du coup des commentaires. Alors, La prochaine réunion. ah oui, quand la prochaine réunion d'échange avec les évaluateurs RSE, est-ce que si la question est de savoir par rapport à ce que je dis, par rapport à ces webconférences
sur notre démarche RSE et notamment sur notre plan climat. L'objectif, c'est de l'organiser au plus tôt le mois prochain, au plus tard avril. Ok, d'autres questions ou on s'arrête là et puis à la réunion d'échange annuelle. Alors, pour cette question, et je vais devoir poser la question au DGECO qui s'occupe de l'organisation de ces réunions et on pourrait bien sûr vous répondre une fois qu'on aurait les éléments. Très bien. Bon, ben, on vous remercie d'avoir participé et d'avoir assisté à cette webconf. Vous pouvez nous contacter si besoin de prolonger les échanges. Et d'ici là, je vous souhaite un bon appétit. À bientôt. Au revoir.